Bien, on a quelques minutes de retard. On remercie vraiment beaucoup, monsieur le directeur, de nous avoir éclairé sur le fait qu'on avait à agir au niveau de nos GHT. Et Rémi, je vais... Tu peux rester, Céline. Tu peux rester, monsieur. Voilà. Rémi, si tu veux bien... nous rejoindre. On l'avait déjà fait avec Georges Chignara au Canada. Là, on va le faire avec Marie-Hélène Fasquelle à Nantes. Si donc on a Marie-Hélène en Skype. Bonjour Marie-Hélène. Bonjour à tous, merci de m'accueillir. Bien, donc, on va se pousser. Rémi, donc Marie-Hélène, bonjour. Christine Amirati, c'est moi. Je suppose que vous me voyez. Non. Ah bah d'accord, super. Alors, osez une autre voix, elle nous voit pas. Ça, c'est un drame. Non, je me vois, donc c'est pas très utile, mais okay. Bonjour à tous et enchantée. Bien, donc... Rémi, Céline et moi allons animer cette réunion et surtout écouter Marie-Hélène Fasquelle. On a voulu oser une autre voie. Vous avez compris qu'on était transdisciplinaire et que surtout les expériences des uns pouvaient profiter aux autres. Et on est très très heureux d'accueillir Marie-Hélène Fasquelle, qui n'est alors pas du tout enseignante en urgence, qui est, mon Dieu, professeur à l'éducation nationale. Si. Et donc, Marie-Hélène, qui va se présenter elle-même, qui a été l'auteur de nombreux ouvrages, je vous conseille le dernier, qui est d'ailleurs en vente sur notre stand. Donc, Marie-Hélène est professeure d'américain, c'est ça, hein, Marie-Hélène? De littérature américaine. Voilà. Et donc, elle est lauréate d'un prix international, on va dire même mondial, hein, qu'elle va nous décrire. Et elle a osé une autre voie, c'est-à-dire qu'elle a osé utiliser d'autres approches pédagogiques que des approches pédagogiques plus classiques. Rémi, tu veux peut-être toi aussi dire quelque chose à ce sujet. Donc Rémi, Marie-Hélène, je vous présente Rémi Gagnère, qui est professeur en sciences de l'éducation. Marie-Hélène va absolument présenter son incroyable travail. Je voulais simplement signaler que c'est le génie de l'ANSESU de pouvoir associer dans le même mouvement un topo sur les GHT qui cognitivement, bon, et puis heureusement des fulgurances avec Marie-Hélène. Voilà. Et je trouve que c'est ça le génie de l'ANSESU, c'est de pouvoir être dans ces articulations, et donc j'attends vraiment avec impatience le topo de Marie-Hélène pour les perspectives et les ouvertures vers le soleil. Merci infiniment à tous les deux. Donc, je vais commencer. Donc, comme Christine vous l'a dit, j'enseigne la littérature américaine. J'ai enseigné l'anglais pendant très longtemps, pendant 18 ans, enfin un petit peu plus maintenant en fait, presque 20 ans. Et j'ai toujours été passionnée par ce dont les élèves avaient le plus besoin. J'étais dans le Nord pour débuter ma carrière avec une ville qui détenait un record de chômage et ça se ressentait dans mes classes. Donc, comme je vous l'ai indiqué sur le diaporama, j'avais vraiment besoin de partir des besoins des élèves. Donc, ces élèves qui avaient des difficultés, qui ne s'intéressaient absolument pas à l'éducation, à l'enseignement, eh bien, il fallait les motiver et surtout leur montrer que ce qu'ils faisaient, c'était bien. Donc, pour cela, il fallait valoriser ce qu'ils faisaient et il fallait partager leur travail. Donc, très vite, j'ai partagé leur travail en ligne et ils ont échangé avec des élèves du monde entier. Mais ça, on y viendra bientôt parce que je vais toujours un peu trop vite. Donc, je vous disais, nécessité de travailler différemment avec ces élèves, besoin aussi de l'enseignant, parce que c'est un triangle, disons qu'il y a ce que l'on apporte aux élèves, mais il y a aussi l'élève et le professeur. Donc, tout est à prendre en compte à tout niveau et pas simplement, en effet, en anglais ou dans l'éducation nationale, mais c'est pour ça, je pense, que l'ANSESU m'a proposé
de venir vous parler et je leur en suis très reconnaissante. J'espère que je vous apporterai un petit quelque chose. Donc, besoin du prof, de motiver tous les élèves et de ne pas s'intéresser uniquement à quelques élèves qui réussissent. Surtout les plus faibles, mais aussi les plus timides, parce que quand on est timide, il ne se passe pas grand-chose. Leur permettre aussi de travailler à leur rythme, parce que, vous le savez plus encore que moi, tout le monde est différent. Et vouloir mettre tout le monde dans le même moule, c'est une catastrophe. C'est ce qui est le pire quand on est enseignant. N'importe où aussi, je voulais qu'ils travaillent. Beaucoup d'élèves prenaient le bus, prenaient ici à Nantes, prennent le tram, et je me disais, mais c'est une perte de temps. Bon, on va essayer je trouve pas le terme, de l'utiliser tout simplement. Et donc, il fallait qu'ils puissent travailler sur leur téléphone, sur leur tablette, qu'ils puissent vraiment perdre le moins de temps possible et faire le plus d'anglais possible, tant qu'à faire. Le but aussi, non avoué, mais en tout cas le but du professeur, c'était vraiment de promouvoir la confiance en soi de chacun de mes élèves et de leur prouver qu'ils avaient des talents. Or, quand on leur demandait quels sont vos talents, je me rappelle d'un projet où il fallait que toute la classe travaille ensemble sur un seul projet, et qui ferait partie d'un projet national. Et quand je passais de groupe en groupe, je leur demandais leurs talents et la réponse était toujours la même, vous vous en doutez, je n'en ai pas. Donc j'ai dit, c'est pas vrai, on va les trouver, vos talents. Et puis je creusais avec chaque groupe. Et en effet, à la fin, en fin de compte, ce projet a compris de la musique qu'ils avaient composée, qu'ils avaient joué, de la danse, du dessin, enfin des tas de choses qui complétaient la langue. Je vous laisse passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Merci. Comment ? Alors, eh bien, dès le départ, j'ai voulu articuler un maximum de facteurs de motivation. Donc, évidemment, vous le savez tous, le numérique, parce qu'il permet la collaboration avec les Google Docs ou avec tous les outils numériques qui permettent énormément la collaboration. La création de contenu. Donc, les élèves devenaient petit à petit professeurs ou en tout cas partager leur savoir, partager ce qu'ils avaient compris et aider leurs camarades qui comprenaient moins bien ce sujet ou un autre. La publication en ligne, donc qui permettait à des élèves du monde entier de regarder ce qu'ils faisaient. Et ça, bien sûr, ça permettait avant tout de rendre l'élève actif et acteur de son apprentissage. Le deuxième facteur de motivation, ça a été l'ouverture à l'international avec eTwinning, qui est une plateforme qui permet à des enseignants français et européens et d'autres pays qui rejoignent petit à petit le mouvement eTwinning, de mettre en place des projets ensemble. Donc, quand vous allez sur la plateforme eTwinning, absolument tous les collègues qui sont sur cette plateforme sont là pour la même raison que vous. Ils veulent travailler avec d'autres collègues sur des projets. Donc, il est très facile de trouver des collègues, des partenaires, tout simplement. Et ça a beaucoup aidé certains de mes élèves à s'ouvrir parce que j'ai enseigné en particulier à une classe de la réussite que l'on nomme comme cela, mais qui sont en fait des élèves qu'il faut amener à la réussite, des élèves qui n'auraient pas dû aller en seconde et qu'on a accepté dans une petite classe à condition de le faire de façon différente parce que l'enseignement traditionnel n'avait pas fonctionné avec eux. Et ces élèves-là ont beaucoup progressé grâce à cela. Ils ont très vite correspondu avec leurs camarades turcs et italiens. Et vous vous doutez bien que mes élèves ne parlaient pas ni le turc ni l'italien, donc les camarades ne parlaient pas français. Comment faire de la communication plus authentique que cela? Ils parlaient tous en anglais et c'était très bien. Alors, mon troisième point, donc là, le développement de l'autonomie, parce que c'est un point essentiel pour leur avenir. Et je m'étais dit, je vais leur faire écrire des nouvelles complètes, pas évident, très compliqué pour ces élèves qui ne savent pas écrire 10 lignes sans me dire « mais on ne sait pas ». Donc, il fallait que je les motive. Et tout l'été, en famille, on avait réfléchi. Puis, je m'étais dit « et si je lançais des concours ?» Et ça a très, très bien fonctionné aussi.
Voilà. Je vous laisse changer, s'il vous plaît. Et donc, tout cela, petit à petit, je me suis dit qu'il fallait que je change donc mes méthodes. Et l'une des choses que j'ai faites très vite, c'était de partager mes cours en ligne. Alors, ça pouvait être du texte, de la vidéo, des références, des ressources qui permettaient aux élèves d'aller plus loin et des ressources que j'avais sélectionnées. Ce n'était pas simplement aller sur Internet, c'était vraiment une sélection pour ces élèves à ce moment précis, selon leurs besoins. Et cela permettait aux élèves, donc par exemple, à la maison, d'étudier 5 textes ou 5 vidéos différents par petits groupes. Ensuite, en prenant des notes, en réfléchissant, et ensuite de partager les informations aux autres groupes, puisque les autres groupes n'avaient pas vu les mêmes ou lu les mêmes documents. Or, quand on pense aux élèves qui sont en difficulté, lire un texte ou étudier une vidéo est beaucoup plus facile que d'écrire, par exemple, un texte en anglais. Parce que écrire un texte en anglais, ils ne pourront pas le faire si leur famille ne peut pas les aider. Ils ne pourront pas le faire seuls s'ils ont des difficultés. En revanche, étudier un texte ou une vidéo, ce sera beaucoup plus facile parce qu'ils peuvent chercher de l'aide en ligne. Ils peuvent chercher du vocabulaire, des points de grammaire, tout cela, ils peuvent le faire. Et ça a en effet très bien fonctionné avec la classe de la réussite. Alors que tout le monde prédisait une catastrophe, 2 professeurs seulement dans mon ancien lycée, donc le professeur de maths et moi, ont accepté de relever le défi. Et en fin d'année, ces élèves qui détestaient l'école aimaient les maths et l'anglais. Ce qui était extraordinaire parce que des élèves qui étaient quasi décrocheurs s'étaient passionnés pour 2 matières assez difficiles en fin de compte. Donc tout ça pour vous dire que très vite, je partage des cours à la maison pour faire en classe ce qui est plus difficile, c'est-à-dire des tâches ambitieuses, de l'écriture, d'invention, des débats, enfin tout ce qui demande plus de créativité. Et les élèves apprécient énormément. Et plus tard, quelques années plus tard, on me parle de classe inversée et je dis aux collègues, mais c'est quoi? Et en fait, c'était ce que je faisais depuis des années sans avoir mis un nom sur ce que je faisais. Donc, je vous laisse changer de slide, s'il vous plaît. Merci. Un autre exemple, ce que vous pouvez faire aussi selon les cours que vous préparez, choisir une vidéo en ligne. Il faut qu'elle soit sur YouTube. Donc, si vous n'en trouvez pas, vous pouvez la créer vous-même, bien sûr. Puis, rejoindre le site TED-Ed. Vous connaissez sûrement les TED Talks, donc les vidéos en ligne, les talks, en fait, je sais pas comment, les conférences. Et là, c'est la même chose, c'est toujours TED, mais ce sont des leçons que l'on partage. Donc, à partir de votre URL, donc de votre vidéo YouTube, vous partagez ce lien sur le site de TED-Ed et vous pouvez créer, vous avez un outil de création de classe inversée, de leçons en classe inversée. Donc, vous avez des questions QCM, des questions ouvertes et dont vous pouvez voir toutes les réponses. Donc, en fait, vous savez exactement ce que les élèves font quand ils le font et ça permet de bien préparer ensuite la séance en classe où l'on fait complètement autre chose. Donc, par exemple, un simple exemple en anglais, étudier une vidéo en ligne, répondre aux questions, puis ensuite engager un débat en classe. Aller plus loin, tout simplement. Un autre exemple, vous pouvez leur faire des recherches sur le thème que vous voulez travailler et ensuite, en classe, ils peuvent. Bon, vous avez des étudiants, donc ils sont un peu plus âgés, donc peut-être pas créer des posters, mais en tout cas, c'est ce que j'ai fait en lycée et ça fonctionnait très bien. Et ça peut être tout autre chose. Ça peut être créer une vidéo qu'ils mettront en ligne et qui leur permettra de prouver qu'ils ont compris ce qu'ils avaient à étudier.
Merci. Alors, un petit exemple de comment j'essaye de faire vivre la littérature, parce que j'enseigne Shakespeare, mais toutes sortes, enfin beaucoup, beaucoup d'auteurs reconnus. Et j'avais envie de rendre tout cela un petit peu plus vivant, de les mettre en contact avec les livres, bien sûr, mais aussi avec les auteurs. Donc, pour cela, il me fallait des auteurs vivants, c'était plus facile, et des auteurs qui accepteraient de parler en direct avec mes élèves et de voir des extraits de leurs œuvres complètement disséqués par de jeunes francophones ou anglophones d'ailleurs, mais en tout cas de jeunes français. Ça leur a permis de s'exprimer, de créer du contenu, de devenir auteurs aussi parce qu'ils ont écrit avec un auteur américain. Ça leur a permis de vraiment comprendre le processus créatif. La première année, nous avons travaillé avec un auteur qui, par hasard, m'avait suivi sur Twitter. Et je me suis dit, ben, tiens, qui est-ce? Un auteur américain, je vais aller voir. J'enseignais déjà la littérature américaine, donc c'était intéressant. Et puis, j'ai aimé ce qu'il a fait et je lui ai demandé, ben, est-ce que vous voudriez faire un Skype avec mes élèves? Et aussitôt, il a accepté. Et le projet n'a fait que croître. Et en fin de compte, les élèves ont réécrit le chapitre 3 de son livre. Toutes ces réécritures ont été publiées sur son site d'auteur américain. Il y a eu un concours bien sûr, de la meilleure suite par les internautes, avec réception d'un colis, de livres signés de l'auteur et un petit cadeau pour chacun des élèves, un marque-page signé avec le nom de l'élève et le petit mot de l'auteur. Et puis, ça ne s'est pas arrêté là parce qu'il écrivait un second livre. Donc, je lui ai dit, sympa, est-ce que ça vous embêterait que je le relise, par exemple? Moi, je veux bien faire la relecture et vous soumettre des choses. Et puis, il m'a dit, pas de problème. Donc, je l'ai relu, il m'a fait confiance, on a échangé. Comme il était américain, évidemment, le plus perfect, c'était pas vraiment ça, mais bon, c'est comme ça. Donc, et il m'a dédicacé ce livre, donc c'était vraiment très touchant. Et je lui avais proposé aussi, et est-ce que mes élèves pourraient faire quelque chose, la 4e de couverture? Puis il m'a dit, non, non, peut-être pas, c'était son bébé, donc je comprends très bien. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il a dit, mais en revanche, et c'était encore mieux, j'ai écrit des nouvelles qui n'ont jamais été publiées. Donc, si vos élèves veulent retravailler ces nouvelles, je les republierai. Et c'est comme ça que j'ai proposé à mes élèves de faire cela et qu'une élève a accepté parce que je leur avais déjà demandé beaucoup. Et donc, je voulais que ce soit entièrement sur la base du volontariat. Et pour elle qui veut écrire à 4 mains avec un auteur américain, bon, ça a été assez magique. Je vous laisse. Ah bah j'ai déjà fini. Bon, on m'avait dit 15 minutes, donc j'ai fait très très court. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc vous pouvez me contacter sur Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, Facebook, enfin tout ce que vous voulez, sachant que ce diaporama est déjà sur la page Facebook du site, de Ancesu. Il est aussi, j'ai partagé sur mon blog, Sharing Teaching, et un peu partout. Donc, vous n'aurez pas de mal à trouver le diaporama et tous les liens. Si vous voulez en apprendre plus en 200 pages, j'ai essayé de résumer ce que j'avais compris de l'enseignement en 20 ans. Et puis, pas mal de projets, beaucoup de, comment dire, de liens aussi, beaucoup de liens de bas de page. Tout ce qui touche au côté pratique de l'enseignement a été repoussé et rejeté dans les notes de bas de page. Et il n'y a qu'un lien qui est dans le livre, un seul lien pour retrouver absolument tous les liens qui sont dans le livre. Donc en fait, c'est un 2 en 1. Il y a l'histoire que tout un chacun peut lire et le côté enseignant qui est plutôt rejeté en ligne. Donc voilà, j'espère que c'était clair et pas trop rapide. Merci énormément pour votre écoute. Je ne vous entends plus, oui. C'est bon? Oui.
Ben, écoutez, comme tradition le veut, y a-t-il des réactions, des commentaires, des souhaits de transposition de ce que fait Marie-Hélène côté de nos CESU? Voilà. Est-ce qu'il y a des interrogations sur sa pratique? Voilà. Alors Pierre, pour commencer. Alors on est peut-être loin des classes de la réussite, mais nos formateurs, en particulier pour une thématique qu'on a abordée ce matin, hein, les situations d'urgence collective ou les situations sanitaires exceptionnelles, souvent quand on aborde la formation des formateurs sur ce sujet-là, ils ont l'impression d'être un peu en décrochage. Et donc, dans les formations de formateurs, c'est extrêmement simple de faire exactement ça. C'est-à-dire de faire de la classe inversée. Au séminaire, deuxième séminaire de la formation de formateurs, il faut leur dire, intéressez-vous à ce point-là, à celui que vous voulez, et puis présentez-le-nous. Ensemble, on retravaillera là-dessus. Et c'est à partir de ça que, un, ils arrivent à s'intéresser un peu au sujet, et deux, nous apprenons ce qui est essentiel dans la transmission du sujet. Donc je pense que si on pouvait continuer à inverser les classes jusqu'à qu'ils nous apprennent la pédagogie finalement, on aurait juste à animer un groupe, ce qui nous va bien, parce que voilà, ce serait assez cool. Je ne suis pas d'accord du tout. Alors, je suis d'accord à 100% sur ceci, le début, c'est-à-dire Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui ? D'accord. Alors, je suis à 100% d'accord avec vous pour le début, c'est-à-dire en formation continue ou de formation de formateur. Ce que je fais moi-même, j'ai enseigné en master enseignement, donc ça fonctionnait extrêmement bien. Je l'ai fait à tout niveau en fait. Et j'ai testé la classe inversée avec 16 lycées, enfin 16 établissements vraiment, de 8 pays différents sur eTwinning, parce que je me suis dit ça fonctionne bien avec moi, mais qu'est-ce que ça donne dans d'autres pays? Et c'était vraiment une expérimentation très intéressante. En revanche, attendez, il y avait quelque chose avec lequel j'étais pas d'accord, mais je sais plus quoi. Vous avez dit... Ah cool. Oui, qu'il n'y aurait pas grand-chose à faire pour vous. Je suis pas d'accord du tout. Parce qu'en fait, quand j'ai 35 élèves et que chaque groupe de 3 ou 4 travaille sur de l'écriture, sur la création, eh bien, c'est beaucoup plus difficile d'enseigner que si je dictais mon cours. Ça veut dire que je dois avoir l'esprit toujours à l'affût de la moindre question qu'ils vont me poser. Je deviens un dictionnaire ambulant pour les élèves. Pour eux, je suis le dictionnaire. Donc, il suffit qu'à ce moment-là, on ait un trou sur un mot ou tout simplement qu'on ne le connaisse pas, parce que je suis bilingue, mais je ne suis pas, je suis pas un dictionnaire ambulant du tout. Il suffit, et donc, ça, c'est pas gênant. Ça me gêne en aucun cas, parce que je leur dis simplement que pas sûr. Attends, je vais vérifier, et puis si je ne trouve pas la réponse, je continue de chercher plus tard. Mais ce que je veux dire, c'est non, il ne faut pas penser vraiment pas que la classe inversée, c'est reposant pour le prof. Parce que ça ne l'est pas, parce que même si les élèves font une présentation devant nous, on prend des notes, on essaye de voir ce qui va, ce qui ne va pas, et ça implique beaucoup plus de réflexion que si l'on était là à égrener un savoir. C'est ce que je pense en tout cas, et c'est ce que j'ai vécu toutes ces années durant. Je vous rassure, Marie-Hélène, c'était évidemment ce que pensait... Vous m'entendez? Oui. C'était évidemment ce que pensait le bon docteur Paulès, qui a l'habitude de faire de la provoque régulièrement. Et donc, c'était à prendre au second degré. Il avait bien compris. Ça, je ne savais pas. Il avait bien compris que c'était... Alors, moi, j'avais une question. Est-ce que vous avez... donc, c'est à la fois une classe inversée, c'est peut-être aussi quand même aussi une pédagogie par projet que vous avez Oui, menée. tout à fait. Voilà. Pour prendre les mots-clés aujourd'hui qu'on utilise sur ce que parfois les gens font depuis très longtemps. Ce que je voulais savoir, c'est est-ce que vous avez fait des projets collaboratifs entre plusieurs lycées ou pas? Ah oui, comme je vous le disais, avec 16 lycées différents, 16 établissements, c'était en tout cas des équivalents de lycées. Oui, bien sûr, un projet sur l'environnement qui... c'est le projet qui a gagné un prix national et un prix international de l'innovation. Donc oui, j'ai fait des projets avec beaucoup d'établissements différents. Tous les ans, quasiment, j'en fais.
D'accord. Et donc, juste, je voulais souligner pour toujours transposer ce que vous avez fait, et encore une fois, bravo, parce qu'être lauréate au niveau mondial comme vous l'avez été, c'est quand même pas rien. La transposition, c'est que finalement, ça nous ouvre peut-être des perspectives de réflexion sur des espaces collaboratifs numériques entre les CESU, et où on pourrait commencer à aller un peu plus que CESU par CESU, centre par centre, mais bien créer ces espaces collaboratifs que vous avez, vous, utilisés et qui vous ont permis de mettre en place ces pédagogies innovantes. Et je voulais ajouter que vous, pardon, excusez-moi de vous couper, que eTwinning vous est ouvert, bien entendu. Donc, ça peut être un outil. Parmi les compétences de l'enseignant, de l'éducateur, c'est celle, une des plus difficiles, hein, c'est celle de soutenir le rythme de l'apprenant. Et vous en avez fait un de vos piliers, hein, énonçant votre approche, c'est quand même tenir compte ou prendre en compte ce rythme. Or, vous êtes quand même dans un milieu contraint avec des échéances. Tout à fait. Comment dans votre pratique et vos constats, vous pensez avoir trouvé des formes un peu plus ajustées pour soutenir ce rythme voilà, très variable entre les élèves? Eh bien, en fait, c'est une question difficile parce que chaque rythme de classe dépend de l'osmose, de la symbiose que l'on vit avec son groupe. Donc, en fait, il n'y a pas vraiment de réponse qui fonctionnerait pour toutes les classes. C'est vraiment difficile à expliquer. Dans chaque classe, vous avez des élèves de tout niveau et il faut s'adapter individuellement à chacun de ces élèves. Et c'est ça qui est difficile et que l'on réussit plus ou moins bien avec les classes, bien sûr. La classe inversée, ce que je n'ai pas dit, hein, c'est que c'est un outil dans ma besace. Ce n'est pas quelque chose que je fais systématiquement, c'est quelque chose que j'utilise quand j'en ai besoin, tout simplement. Mais ça m'aide beaucoup, la classe inversée, parce qu'un élève qui a énormément de difficultés pourra regarder la vidéo 5 fois. Un élève qui réussit, qui comprend tout la première fois, ben, la regarde une fois et puis c'est tout. Donc en fait, ça permet vraiment de nuancer le travail et d'aider chaque élève à son niveau. Quand ils rentrent en classe et qu'ils ont étudié des vidéos ou du texte, je leur demande, enfin je passe de groupe en groupe et je repère les élèves qui ont besoin d'aller plus loin, qui ont besoin de moi. Donc en fait, c'est l'un de mes outils principaux pour cette interaction avec les élèves est individualisée, c'est la classe inversée en fait, parce que ça permet aux élèves qui ont compris de vraiment se mettre au travail immédiatement et de travailler quasi en autonomie. Pendant certaines de mes heures de cours, certains élèves ne vont quasiment pas m'adresser la parole, vont travailler, alors que d'autres auront énormément besoin de moi. Donc en fait, ça permet vraiment d'adapter le travail, enfin l'attention portée à chaque élève. Eh bien, merci beaucoup Marie-Hélène. Je crois qu'on peut vraiment... Je vous en prie. C'était un plaisir. Je vous remercie de m'avoir invitée. J'espère que je vous aurai apporté quelque chose.